On est dimanche 29 mars à l'heure où j'écris le script de cette vidéo. Ce matin-là, je suis tombé sur un article. Un Français sur 4 pense que le virus a été créé en laboratoire. Sous l'emprise soudaine d'une déstabilisation certaine, cette rime qui sort de nulle part, que je fus atteint de déstabilisation en lisant cela. Dans l'article en question, on apprend deux choses. Déjà que 1, j'ai eu raison de pas me lancer dans le théâtre. Et que 2, plus d'un quart, 26% des Français pensent que le nouveau coronavirus a été fabriqué en laboratoire, dont 17% intentionnellement. Ce dernier chiffre bondit à 40% chez les sympathisants du Rassemblement National. C'est pas moi qui le dis, enfin si, mais... La source, c'est l'IFOP, étude faite sur 1000 personnes, c'est pas énorme. Et plus sérieusement, on peut lire que 57% des Français pensent que le coronavirus est apparu de manière naturelle, ce qui est la vraie explication. Quand on lit cela, on se rend compte qu'il y a peut-être un problème plus profond. Est-ce que c'est véritablement à n'importe quel citoyen de dire dans la rue si oui ou non cette chose-là est vraie? Car on a la réponse dans les articles scientifiques. Ces articles, on va même les explorer, c'est le sujet de la vidéo. Mais comment cela se fait-il que d'un côté on ait ces réponses scientifiques et que de l'autre côté on continue à poser ces questions aux gens dans la rue? Parce que là on pourrait penser que par condescendance je pointe du doigt les gens qui croient en ces fausses informations. Sauf que au contraire, je pense que l'une des clés, elle est dans la manière à nous, scientifiques, nous n'arrivons pas forcément à bien partager et faciliter l'accès à ce même savoir scientifique. Et là-dessus, il y a peut-être un problème, et on verra ça en fin de vidéo. Je suis flou. Voilà. Alors faisons un peu de recherche ensemble, on va faire ce qu'on appelle un journal club. Coup de chance, tous les articles que nous allons voir, ils sont en open access, en accès libre. Vive l'open science. Donc pas besoin de payer, et du coup pas d'excuses pour dire que les articles étaient inaccessibles. Là on a un communiqué du très célèbre journal Nature, que j'ai déjà souligné. L'article date du 17 mars 2020, et il réunit tout ce que l'on sait sur l'origine du SARS-CoV-2, qui est le vrai nom du coronavirus actuel. Alors commençons déjà avec l'état de l'art. Le SARS-CoV-2 est un coronavirus, un virus avec une couronne. Cette couronne est faite d'épines. La couronne d'épines. Notre-Dame est touchée en... Les Illuminati. Coïncidence? Je ne... Ces épines, c'est le vrai nom utilisé en science, elles sont faites un peu comme vous savez la bardane, ces petites boules de végétaux séchés que l'on peut avoir agrippées sur ses vêtements à la sortie d'une balade dans les hautes herbes, ce qui d'ailleurs se fait de moins en moins en ce moment. Les épines du virus, elles ont elles une grande affinité moléculaire avec certaines protéines, des récepteurs de nos cellules humaines, les récepteurs ACE2, qui sont notamment, je vous le donne dans le mille, dans les vaisseaux sanguins de nos poumons. Pourquoi parler de tout cela? C'est parce que la réponse à savoir quelle est l'origine du SARS-CoV-2, en laboratoire ou sélection naturelle, elle se trouve à l'intérieur de ces mêmes épines. Notamment ici on a une très belle image, si, elle est trop belle. Donc vous allez voir, elle est simple à comprendre. C'est en quelque sorte le plan de construction de l'épine du virus. Ce plan, c'est de l'ARN, une molécule voisine de l'ADN. Elle contient donc de l'information génétique, celle qui permet justement de construire le virus. En haut, on a l'intégralité du plan de construction du virus. Ici, si on zoome, on a le plan de construction de l'épine. Et si on zoome sur la partie ici, on a la partie de l'épine qui est capable de reconnaître nos cellules. Après ces quelques mots de vulgarisation, on peut aller voir point par point les arguments clés pour répondre à la question de l'origine du virus. Ici, on a d'aligner les plans de construction de différents coronavirus, dont celui du SARS de 2003 et celui de cette année, le SARS-CoV-2. Avec un tel alignement, on peut repérer comment le virus a évolué en regardant les similarités, c'est-à-dire les composantes de l'épine qui n'ont pas changé. Et mieux, des simulations informatiques ont même montré que l'affinité de l'épine avec nos propres cellules avait augmenté entre le SARS de 2003 et celui de cette année. Ce qui est donc un premier argument en faveur de l'évolution naturelle du SARS-CoV-2. On retrouve dans le SARS-CoV-2 aucune trace de technique de reverse génétique. Alors sans entrer dans la complexité de ces biotechnologies, ça veut dire que si des humains avaient voulu créer intentionnellement le SARS-CoV-2 en laboratoire, avec du reverse génétique, comme on sait le faire, on en aurait vu les traces. On peut prendre quelque part la métaphore de la greffe que réalisent certains jardiniers sur les arbres. Même très bien fait, ça laisse des traces. Et greffer artificiellement quelque chose à un virus, de même, aurait laissé quelques indices dans sa structure génétique. Ce qui n'empêche pas qu'à l'avenir, nous pourrons développer des technologies, des biotechnologies plus performantes pour ne plus voir ce genre de modification.
La colonne vertébrale du virus, c'est un terme qui fait en quelque sorte référence à sa structure moléculaire. Même si elle est dérivée d'autres coronavirus connus, elle est inédite. On n'avait encore jamais observé une de ce type. Or, si des humains avaient voulu créer un virus en laboratoire, ils auraient utilisé la carcasse d'un virus déjà existant. Car créer de A à Z un virus, on ne sait juste pas faire. De mémoire, le mieux que l'on puisse faire, c'est recréer un ADN artificiel. C'est Craig Venter qui l'avait fait en, je sais plus quelle année, 2013 ? Pas du tout, 2010. Mais sinon, le pas technologique de créer entièrement un virus sans utiliser la carcasse d'un virus déjà existant, c'est un pas technologique qui est encore infranchissable en 2020. Vous l'avez sûrement entendu, on a retrouvé des similarités très proches sur l'échelle de l'évolution naturelle chez les virus, avec certains coronavirus retrouvés chez les pangolins. Le coronavirus du pangolin est ici même plus proche génétiquement, regardez les cases en bleu, du SARS-CoV-2 que le SRAS du 2003 ne l'est du SARS-CoV-2. Donc là encore, même si l'arrivée du virus aux humains via les pangolins n'est qu'une théorie, on a beaucoup d'indices, des traces d'une évolution naturelle du virus en passant par le pangolin. On peut voir facilement ce genre de choses en séquençant l'ADN, en ayant accès au code génétique. Notamment, on peut voir autre chose. Arrêter de manger des animaux sauvages, bande d'enfants. On retrouve les traces temporelles d'un certain laps de temps entre le moment où le premier humain aurait été infecté et le moment où il y aurait eu une véritable transmission d'humain à humain du virus. Ça, c'est un argument pour dire qu'au départ, le virus n'était pas du tout fait pour infecter des humains et transmettre d'humain à humain une maladie. Cela n'est arrivé qu'après, c'est le principe de la sélection naturelle, une sorte de sérendipité de merde. Donc si le virus avait été créé en laboratoire, ça aurait été plutôt étrange, si ce n'est totalement idiot, de l'avoir conçu sans même la possibilité d'infecter des humains. Alors celui-ci, c'est pas du tout autour de l'idée que le virus aurait été créé intentionnellement comme arme biologique, c'est plutôt une autre fake news, celle qui dirait que le virus, non intentionnellement, par maladresse, se serait échappé d'un laboratoire qui travaillait dessus. Alors déjà, avoir beaucoup de similarités avec le pangolin est à l'encontre de cette idée-là, parce que du coup on a les traces de l'évolution génétique dans la nature du virus, et aussi parce que l'on n'utilise pas ces mignonnes petites bêtes dans l'expérimentation animale. De plus, en laboratoire, nous utilisons notamment des cultures cellulaires pour maintenir en vie les virus. C'est un peu comme donner de la viande au tigre, sauf que là on donne des cellules à des virus. Or, la culture cellulaire est un environnement très simple, même trop simple pour forcer le virus à évoluer. Or, le code génétique du virus montre que celui-ci a évolué. Le point important ici, c'est que le virus a besoin d'un ennemi pour évoluer, pour se combattre. Typiquement, notre système immunitaire. Avec un tel ennemi, cela va forcer le virus à se combattre pour évoluer et ainsi mieux s'adapter aux mécanismes de défense de son adversaire. Un virus de laboratoire ne peut donc pas avoir la même histoire génétique que le SARS-CoV-2. Conclusion, est-ce que le SARS-CoV-2 a été créé en laboratoire comme arme biologique ? On est sûr que non, on est sûr que non. Genre vraiment certain. En termes de crédence, on est à plus de 99% certain. Surtout que pour tuer des humains, il y avait vraiment mieux à faire. Si on prend la létalité d'un virus comme Ebola avec le R0, le taux de reproduction de base d'un virus comme la rougeole, en termes de dégâts... Tiens, la CIA qui m'appelle. A noter, très important tant que nous y sommes, vous voyez ce qu'est un article scientifique. Vous voyez que tout est sourcé, à quasiment chaque phrase, chaque chiffre, chaque argumentation. On a une référence, tout est sourcé à la fin, et c'est ce genre de rigueur qui devait être partout pour éviter la diffusion des fake news et de la fausse science. Car pour conclure, je vous le disais au début, il ne faut pas pointer du doigt ceux qui croient en ces fausses informations. Si on ne prend pas les gens pour des cons, si on leur montre qu'ils peuvent faire preuve d'esprit critique, d'esprit d'analyse, de méthode et de rigueur scientifique, alors les choses auraient été très différentes. Il faut que nous, scientifiques, nous nous remettions aussi au centre du problème. On n'apprend pas forcément tous à bien partager la science, à en faciliter son accès. Je n'ai par exemple jamais eu de cours de communication, de médiation scientifique lors de mon cursus. Et ça, c'est plutôt regrettable. Tout ça pour dire que lutter contre les fake news et la diffusion des fausses informations, de la fausse science, ça passe avant tout par l'éducation. Car après, le mal est fait et rattraper les biais cognitifs s'avère vraiment très difficile. J'en profite pour dire que la science est à la une de tous les journaux, les chercheurs, les scientifiques qui cherchent des remèdes sont à la une de tous les journaux en ce moment. La vie humaine en bonne santé est devenue notre priorité numéro 1, bien au-delà de ce que l'on pouvait accepter économiquement auparavant. Le monde ne pourra peut-être plus redevenir comme avant, et c'est peut-être là l'une des plus grandes opportunités pour repenser enfin ce que nous souhaitons véritablement pour notre futur.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Aimez, abonnez-vous et surtout partagez, c'est hyper important pour ce type de vidéo. J'en profite notamment, petite parenthèse, parce qu'il y en a qui me demandent, mais oui, notre laboratoire est fermé, parce que du coup on a des machines de PCR, on a des imprimantes 3D, et du coup on les met au service des hôpitaux. Bref, on se retrouve en 2021 pour débriefer de l'après-crise. Vive la biologie et vive la science.